L'enregistrement est en cours. Mais comment on enregistre? Alors, tu vois là où il y a les trois petits points à côté du téléphone en Oui, haut, là. Tu cliques dessus, il y a marqué commencer l'enregistrement. commencer l'enregistrement. Ouais. Ok, Vas-y, tu cliques, comme ça tu vas avoir aussi l'enregistrement, toi, tu vois. Moi, je vais l'avoir, mais comme ça fait une sécurité. Si jamais, comme l'autre jour avec Valentine, si, oui, si jamais mon ordinateur plante, eh bien, il y aura eu une autre sauvegarde. ok. Ok? Peut-être que je vais d'ailleurs mettre. Moi, je vais mettre. Oui. L'enregistrement est en cours. Ah ben voilà. Je vais mettre. Attends, j'aimerais bien mettre Jacqueline en grand, voilà. On va prendre des notes. Petite note. Bah, n'hésitez pas à me dire si je parle trop vite, parce que j'ai tendance à parler trop vite. On- Donc dites-moi de ralentir s'il faut. Hein. Vas-y, tranquillement, parle très vite si tu veux. Parce que tu as beaucoup de choses à dire, c'est très bien. Bah oui, en une demi-heure, c'est... Allez, alors vas-y, allez, on n'attend plus, c'est bon. Alors, je vais partager mon écran. Et on ferme, on ferme les micros si on peut. Est-ce que je vais réussir à faire? Autoriser? Non. C'est pas ça. Donc, normalement, vous voyez tous mon écran, là. Je dis pas de bêtises. Vous m'entendez toujours? Vous me voyez toujours? Et vous voyez toujours mon écran? J'espère. Donc, je commence. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son ou si je vais trop vite. Donc, je vais vous présenter ce soir le droit des successions français et les règles qu'on applique en France lorsqu'une personne décède pour permettre la transmission du patrimoine d'une personne décédée. J'ai prévu 3 parties. La première, ça va être sur le droit des successions. Voilà. Sur le droit des successions en France avec un focus sur la réserve héréditaire. Et la deuxième partie sur l'histoire du droit des successions, toujours avec ce focus sur l'histoire de la réserve héréditaire. Et la troisième partie, on va parler un peu des successions à l'international pour comparer avec d'autres systèmes de droit. Donc tout d'abord, sur le droit des successions en France. Je voulais commencer par présenter la théorie du patrimoine, puisque la notion de patrimoine d'un point de vue juridique a été développée par deux juristes, Aubry et Hérault, qui sont deux juristes strasbourgeois, qui ont développé cette théorie au XIXe siècle. Et c'est toujours cette théorie qu'on applique aujourd'hui, qui prévoit 3 principes qui ne connaissent presque aucune exception. Ces 3 principes, je les ai cités sur le diaporama. Tout d'abord, c'est le principe selon lequel seules les personnes ont un patrimoine, donc ni les animaux, ni les objets. Toutes les personnes possèdent un patrimoine et une personne ne possède qu'un patrimoine. Ce sont des principes presque jamais remis en cause et c'est Aubry et Hérault qui les ont développés. Le patrimoine est défini comme étant un ensemble de biens, de droits et d'obligations d'une personne formant une universalité de droits. Il est donc composé à la fois d'actifs et de passifs, l'actif étant composé des droits et biens d'une personne et le passif des dettes et obligations de cette même personne. Et lorsqu'une personne décède, elle ne peut plus avoir de patrimoine puisque, comme je l'ai dit, seules les personnes ont un patrimoine
et qu'une personne décédée n'est plus considérée comme une personne d'un point de vue juridique. Donc il faut se poser la question de savoir à qui va être transmis ce patrimoine. La loi prévoit désigne les héritiers d'une succession. Et il faut différencier deux cas, c'est selon si le défunt avait prévu ou pas des dispositions de dernière volonté. Et donc, on distingue les successions dites testamentaires, quand il y avait un testament, et les successions dites ab intestate, sans testament, lorsque la personne n'a rien prévu comme disposition de dernière volonté. Dans ce cas, on applique les règles légales qui vont désigner qui sont les héritiers d'une succession. Les héritiers vont donc récupérer le patrimoine, donc, ou une part du patrimoine s'il y a plusieurs héritiers, et donc ils vont récupérer à la fois de l'actif et du passif. Comme je l'ai dit, donc, une personne ne peut posséder qu'un patrimoine. Donc lorsqu'une personne est héritier d'une succession, la part du patrimoine qu'il va récupérer va venir se mélanger avec son propre patrimoine, puisqu'il ne peut pas en avoir deux. Donc l'actif et le passif qu'il va récupérer va venir se mélanger avec son patrimoine. Il y a quand même des petites exceptions. La plus connue ou la plus importante, je dirais, étant la situation de l'entrepreneur individuel, puisque l'entrepreneur individuel, il a d'office deux patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est possible. Avant, on se basait vraiment sur cette théorie et donc on n'acceptait aucune exception. Il y a eu quelques réformes. D'abord, c'était possible de faire une déclaration pour prévoir cette séparation de patrimoine entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Et aujourd'hui, c'est automatique. L'entrepreneur individuel, il n'a plus rien à faire. Automatiquement, il aura deux patrimoines. Voilà, donc ça, c'était simplement faire un petit préambule. Maintenant, concernant les règles de succession. Lorsqu'on s'intéresse donc aux successions, lorsqu'une personne décède, normalement, elle va voir un notaire pour ouvrir la succession. Et donc, le premier travail du notaire, ça va être d'établir ce qu'on appelle une dévolution. La dévolution, c'est le travail qui consiste à désigner qui sont les héritiers d'une succession. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Et donc, on distingue selon s'il y a ou non un testament, puisque s'il y a un testament, on va se référer aux héritiers qui sont désignés dans ce testament. S'il n'y en a pas, on va appliquer les règles légales. Moi, je vais seulement m'intéresser aux règles légales, puisque, de façon logique, dans les testaments, il y a une infinité de possibilités. Donc, je vais simplement vous présenter les règles légales. Il faut savoir aussi qu'une des premières choses que fait le notaire quand on lui amène une succession, ça va être d'interroger le fichier central des dispositions de dernière volonté. Ce fichier, il regroupe tous les testaments qui ont été reçus par un notaire ou qui ont été écrits par un notaire ou reçus par un notaire. Donc, il y a plusieurs formes de testaments. À chaque fois, il faut un écrit, mais ça peut être un testament authentique ou un testament dit holographe, c'est-à-dire écrit par le testateur. Et donc, une personne peut écrire son testament et l'amener chez le notaire pour qu'il l'enregistre. Et le notaire l'enregistrera donc dans ce fichier central des dispositions de dernière volonté. Et lorsqu'on ouvre une succession, le notaire interroge ce fichier pour savoir s'il y a un testament qui a été enregistré, qu'il soit authentique ou non. À partir du moment où le notaire a eu connaissance d'un testament, il doit l'enregistrer. Après, c'est toujours possible pour le défunt d'avoir écrit un testament et de l'avoir gardé chez lui caché. Et malheureusement, ça, le notaire ne peut pas le deviner. Donc, si les héritiers ne sont pas très coopératifs, on ne pourra pas l'appliquer. Donc, dans les règles de succession, on distingue deux situations. C'est selon s'il existe ou pas un conjoint survivant. Je dis bien conjoint, donc c'est seulement les époux. On ne prend pas en compte les partenaires pacsés ou les personnes en concubinage. Donc, le premier cas, c'est quand il n'y a pas de conjoint survivant. Comment est-ce qu'on règle une succession et comment sont désignés les héritiers d'une succession? On a 4 règles principales. C'est la règle des ordres, la règle des degrés, la règle de la représentation et la règle de la fente. Alors, c'est surtout les 2 premières règles qui vont permettre de désigner les héritiers. La représentation et la fente, c'est plus des mécanismes correcteurs qui vont parfois modifier l'ordre de succession. Donc, tout d'abord, la règle de l'ordre, des ordres. Il existe 4 ordres d'héritiers. Le premier est composé des descendants, enfants, petits-enfants, etc. Le deuxième, des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés. Donc, c'est-à-dire les pères et mères, ça c'est les ascendants privilégiés. Et les collatéraux privilégiés, ce sont les frères et sœurs et leurs enfants, donc les neveux et nièces. Le troisième ordre est composé des ascendants ordinaires.
Et le quatrième ordre, des collatéraux ordinaires. Les ascendants ordinaires, ce sont les grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et les collatéraux ordinaires, ce sont les oncles, tantes, cousins, jusqu'au 6e degré. Au-delà du 6e degré, c'est l'État qui hérite. Donc, pour savoir quel ordre, quel héritier va être désigné par la loi pour hériter d'une succession, on s'intéresse d'abord au premier ordre. S'il n'y a aucune personne présente dans ce premier ordre, on s'intéresse au deuxième, à défaut au troisième, à défaut au quatrième. Quand il y a des héritiers présents au sein d'un ordre, là, on va appliquer la règle des degrés. Donc, le degré, c'est le lien qui sépare le défunt d'un héritier. Et donc, celui qui va être désigné par la loi pour hériter d'une succession, c'est celui qui est de degré le plus proche du défunt. Donc, en fait, on compte 1 degré entre des liens de famille. Par exemple, entre un père et son enfant, il y a 1 degré. Entre un père et son petit-enfant, il y a 2 degrés. Et à égalité de degrés, on fait une répartition par tête. Donc, pour vous donner un exemple, un défunt qui avait 3 enfants, on est dans le premier ordre parce qu'on est en présence de descendants. Et ces 3 enfants vont hériter et non pas ses petits-enfants parce que ces 3 enfants sont d'un degré plus proche du défunt que les petits-enfants. J'ai fait une petite simulation en me prenant comme exemple et en prenant Clotilde comme exemple pour vous montrer un peu comment on compte les degrés en droit. On compte toujours les degrés de façon ascendante et descendante. Oui, tu es représentée, Clotilde. De façon ascendante et descendante, on ne va jamais compter de façon collatérale parce qu'on est obligé de remonter à notre hauteur commun avant de redescendre. C'est pas comme ça en général que les personnes l'entendent dans le langage courant, mais en droit, c'est comme ça qu'on les compte. Donc là, on voit que entre moi et Clotilde, on a 6 degrés qui nous séparent parce qu'il faut remonter par mon père, ma grand-mère, Étienne de Saint-Monca, qui est notre auteur commun à Clotilde et à moi, avant de redescendre par Edmé, Valérie, Clotilde, ou le chemin inverse si on part de Clotilde. Donc Clotilde, si plus personne n'est vivant entre toi et moi au moment de ma mort, tu pourras hériter. Mais par contre, au-delà, personne ne peut hériter puisqu'on est au 6e degré et au-delà, c'est l'État qui hérite. Donc à moins de prévoir un testament, c'est l'État qui récupère la succession. Voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment on compte les degrés. Maintenant, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer donc les mécanismes correcteurs de fente et de représentation. C'est donc des règles qui ne vont pas forcément s'appliquer à chaque fois, mais qui vont... Oula, pardon, j'ai perdu la vidéo. Tac. Mais qui vont parfois s'appliquer pour éviter des situations qui ne seraient pas forcément très équitables. Donc tout d'abord, la première règle, c'est la règle de la représentation. C'est pour permettre une égalité de souche en cas de prédécès. Donc pour vous donner un exemple, c'est pour permettre par exemple le cas où une personne avait 3 enfants et des petits-enfants. Quand cette personne décède, elle a un de ses enfants qui lui est prédécédé. Et donc, si on applique la règle des ordres et des degrés, c'est ces 2 enfants qui vont hériter de la succession au détriment des petits-enfants de l'enfant prédécédé. Pour éviter cette inégalité, puisque si le parent avait été encore vivant, ils auraient fini par récupérer une partie de cette succession, et ben, les petits-enfants vont pouvoir venir représenter le parent dans la succession du grand-parent. Je ne sais pas si c'est très clair, j'aurais peut-être dû faire un schéma pour ça, mais le principe de cette règle, c'est d'éviter une inégalité quand des enfants meurent avant leurs parents, en gros. Un autre mécanisme correcteur, c'est la fente. Alors la fente, pour le coup, elle s'applique presque jamais, en tout cas moi je ne l'ai jamais appliquée, c'est vraiment très rare, puisqu'elle va s'appliquer que quand le défunt n'avait ni enfant, ni frères et sœurs, ni père et mère. Donc c'est quand même plutôt limité, en général on a au moins une personne vivante encore qui rentre dans une de ces catégories. Si jamais ce n'est pas le cas, on va créer une fente fictive pour permettre une égalité entre la branche paternelle et la branche maternelle, puisqu'il y a des cas où si on appliquait la règle des ordres et des degrés, il n'y aurait qu'une branche qui récupérait toute la succession. Une branche, donc la branche paternelle ou la branche maternelle selon les cas. Là, on va créer cette fente pour en fait prendre l'héritier le plus proche, selon la règle des ordres et des degrés, dans chaque branche pour permettre à chaque branche, paternelle et maternelle, de récupérer une partie de la succession. Voilà, mais c'est très peu souvent appliqué. Il y a une règle de répartition qui existe aussi quand le défunt n'avait pas d'enfants mais avait encore des frères et sœurs et des parents. On prévoit, ce qui est prévu par la loi,
on peut changer par un testament, mais si la personne n'a pas fait de testament, ce qui est prévu, c'est que chaque parent va récupérer un quart de la succession et les frères et sœurs vont se répartir le reste. Maintenant, quand il y a un conjoint survivant, là, c'est différent, puisque le conjoint, il a une place à part entière dans la succession. Encore une fois, conjoint, c'est vraiment l'époux, hein, c'est pas le partenaire pacsé, c'est pas le copain ou le concubin. Donc l'époux, le conjoint survivant, il va avoir un choix, mais ça va dépendre s'il n'y a que des enfants communs au défunt et au conjoint survivant, ou si le défunt avait des enfants issus d'une autre union. Si jamais, dans le premier cas, il n'y avait que des enfants communs entre le conjoint survivant et le défunt, alors le conjoint survivant va avoir le choix. Il va pouvoir opter entre le quart de la succession en pleine propriété, donc récupérer un quart de la succession, ou toute la succession en usufruit, et les enfants récupèrent la nue propriété. Si le défunt avait des enfants issus d'une autre union, là c'est différent, le conjoint survivant par principe il n'a plus le choix, il est obligé de prendre le quart de la succession en pleine propriété. Et en fait ça a été justifié, quand cette règle a été mise en place, ça a été justifié par le fait qu'il fallait à tout prix éviter de maintenir des liens entre le beau-parent et les enfants, parce que c'est pas toujours des situations faciles et c'est pas toujours il n'y a pas toujours des bonnes relations entre les beaux-parents et les enfants. Et donc, pour éviter de maintenir ce lien par un démembrement de propriété, si le beau-parent optait pour l'usufruit, on a enlevé cette option et on a simplement prévu qu'il pouvait prendre le quart de la succession en pleine propriété. Il y avait aussi la question de se dire, si jamais le beau-parent était beaucoup plus jeune que le défunt, parfois le beau-parent est plus proche de l'âge des enfants que de l'âge de l'époux, c'était pour éviter qu'il y ait un démon de propriété qui durerait des années et que finalement les enfants ne verraient jamais la couleur de la succession puisqu'ils garderaient la nue propriété toute leur vie et en fait ne verraient jamais l'usufruit. Donc c'est cette règle qui a été prévue, mais c'est toujours possible de faire une donation entre époux. Pardon. Et donc, si le défunt fait une donation entre époux, là, c'est une donation au dernier vivant, c'est comme ça qu'on l'appelle sinon. Là, le défunt donne le choix, il redonne le choix à son conjoint, peu importe qu'il y ait des enfants communs ou pas, il lui redonne le choix et il lui permet d'opter pour notamment l'usufruit de toute la succession. Voilà. Maintenant, petit focus sur la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, elle est définie au sein de l'article 912 du Code civil comme étant la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charge à certains héritiers dits réservataires s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. En gros, c'est la part de biens qui va revenir d'office aux héritiers définis par la loi, à savoir les enfants. Et en gros, ça veut dire que les enfants, ils ne peuvent pas être déshérités et ils ont forcément une part du patrimoine de leurs parents qui va leur revenir. Cette part, elle est définie par la loi et elle dépend du nombre d'enfants dans la fratrie, puisque si le défunt avait un enfant, sa réserve est égale à la moitié du patrimoine. Si le défunt avait 2 enfants, la réserve globale est égale aux 2 tiers du patrimoine, et donc 1 tiers chacun. Et si le défunt avait 3 enfants ou plus, là, la réserve globale est égale aux 3 quarts du patrimoine, et donc à diviser selon le nombre d'enfants. Au-delà de 3 enfants, on n'augmente plus le taux de la réserve. C'est des taux qui définissent la réserve et donc le reste du patrimoine, ensuite, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. La quotité disponible, donc l'article 912 disant que la quotité disponible, c'est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Donc à l'inverse de l'herbe, ici le défunt il fait ce qu'il veut de cette part restante de son patrimoine et il peut donc en disposer librement par des libéralités. Les libéralités, c'est soit des donations, donc c'est ce qu'on appelle des libéralités entre vifs, ou des legs, testaments, c'est des libéralités pour cause de mort. Donc, donc cette réserve, elle fait partie de l'ordre public successoral français et en principe, on n'est pas censé pouvoir l'écarter. On ne peut pas mettre dans son testament qu'on écarte la réserve de ses enfants et qu'on déshérite ses enfants, c'est pas possible. C'est une norme impérative. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de personnes qui critiquent de plus en plus cette réserve. Et il y a un certain nombre de personnes qui voudraient qu'on s'inspire d'autres systèmes de droit, notamment des États-Unis, où la réserve héréditaire n'existe pas et où il y a une
plus grande, si ce n'est une totale liberté pour les tests, enfin pour les personnes de prévoir les dispositions de dernière volonté qu'ils souhaitent et donc de déshériter ses enfants. Ça a été assez critiqué et c'est pour ça qu'il y a un rapport qui est sorti, qui a été rédigé sur la réserve héréditaire en 2019 sous la direction de Philippe Autentier et Cécile Pérez, puisqu'ils ont voulu faire une sorte de récapitulatif déjà de toutes les évolutions qu'il y avait eu sur cette réserve et prendre un peu l'avis de la population du peuple français en faisant des sondages et voilà, peser le pour et le contre, énoncer les inconvénients, les avantages de cette réserve. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très complet et ils évoquent plusieurs pistes de réflexion qui pourraient permettre de faire évoluer la réserve, pas forcément pas, mais de la faire évoluer. Et donc, ils énoncent aussi tous les avantages qu'a cette réserve héréditaire, puisque une étude sociologique du coup qu'ils présentent dans ce rapport montre quand même que la majorité des Français restent favorables à cette réserve et souhaitent quand même qu'elle soit maintenue. Même si elle pourrait un peu évoluer, la majorité veut quand même que cette réserve perdure. Et donc, ils listent un peu tous ces avantages que je vous présente rapidement. Mais cette réserve, elle permet notamment une cohésion familiale, puisqu'elle permet, une solidarité déjà entre les héritiers, puisque chacun, en principe, chaque enfant a le même taux de réserve et donc a le même taux, a la même part de patrimoine du défunt. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont récupérer de l'actif, mais aussi du passif. Donc, il va y avoir une solidarité entre les héritiers qui vont prendre à leur charge une part du passif de leurs parents décédés. Et ça fait aussi une solidarité intergénérationnelle entre le parent qui avait des dettes au moment de son décès et qui seront prises en charge par ses enfants. Il y a aussi tout un aspect psychologique. Il y a des psychologues qui sont intervenus lors de la commission qui s'est réunie pour rédiger ce rapport. Et il y a notamment la psychologue Nicole Prieur qui a écrit plusieurs livres sur tout ce qui concernait l'héritage, la filiation et les successions et tous les sentiments de l'enfant par rapport à ça. Et elle énonce le fait que la succession, c'est le reflet des sentiments du défunt. Et qu'en fait, pour les héritiers, selon la proportion de biens qu'ils vont récupérer de la succession de leurs parents, ils vont se sentir plus ou moins aimés par celui-ci. Alors, c'est une vision très française, parce que comme je l'ai dit, aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Ça arrive fréquemment que les parents déshéritent leurs enfants, et ce n'est pas forcément mal vécu par les enfants, parce que l'aspect patrimonial et l'aspect sentimental n'est pas du tout autant lié. En France, ce n'est pas le cas. S'il y a un enfant qui est favorisé, notamment grâce à la quotité disponible, les autres enfants, ils vont tout de suite, ça va être très mal vécu par eux, et ils vont tout de suite penser qu'en fait, c'était l'enfant préféré. Donc, c'est très intéressant, elle le développe beaucoup plus dans le rapport, mais c'est très intéressant à lire. Un autre avantage, c'est que ça permet de garantir un semblant d'égalité entre les frères et les sœurs, puisqu'ils ont le même taux de réserve. Et c'est aussi très important dans le cas des familles recomposées, puisque il y a des études qui montrent que les parents qui se remarient et qui font des enfants, qui font d'autres enfants au sein d'une deuxième union, ont tendance à favoriser les enfants issus de la seconde union au détriment des enfants issus de la première union. Et donc, pour éviter que les enfants issus de la première union soient trop désavantagés, on a prévu, c'est notamment pour ça que la réserve est maintenue. Ça permet aussi de maintenir, l'avantage principal de cette réserve, c'est de protéger les héritiers, mais ça permet aussi de maintenir la liberté du défunt. En tout cas, c'est ce qui était amené par le rapport, puisque la réserve, elle va aussi agir pour protéger des héritiers qui sont les héritiers présumés d'un défunt. En fait, la loi suppose que si le défunt pouvait choisir, il choisirait ses enfants. Et ça vise notamment à protéger les personnes, puisque de nos jours, on meurt de plus en plus vieux et donc de plus en plus vulnérables et incapables. Et il y a de plus en plus de risques que les personnes en fin de vie soient influencées par des personnes avec des mauvaises intentions pour modifier leur disposition de dernière volonté. Donc avec cette réserve, on protège les héritiers qui sont les héritiers logiques, entre guillemets, d'une succession. Voilà, donc comme je l'ai dit, elle est quand même souvent remise en cause, cette réserve héréditaire,
Et il y a quand même beaucoup d'outils qui se développent pour permettre, qui vont permettre aux personnes de contourner cette réserve héréditaire. Il y a par exemple l'assurance vie qui permet de transmettre des sommes d'argent qui, si elles répondent à un certain nombre de conditions, seront totalement transmises hors succession. Et il y a aussi l'utilisation des sociétés, la vente en viager, il y a beaucoup de choses. Les successions internationales aussi. Et donc voilà, de plus en plus d'outils sont mis en place pour éviter cette réserve et ça montre un peu qu'il y a quand même de la méfiance qui monte envers cette réserve. Donc maintenant, la deuxième partie sur l'histoire du droit des successions. Bon, ça va être très très rapide, ça va être très très résumé, mais je voulais prendre quand même un peu de temps pour vous parler surtout de l'évolution de comment est née un peu cette réserve. Et donc, si on commence à Rome, la société, elle s'organise autour du père de famille. Et donc, évidemment, pour les successions, c'est pareil. C'est selon le lien qu'on a avec ce pater familias qu'on va avoir droit, on va avoir une part de la succession. Il y a quand même un principe à l'époque, c'est la liberté testamentaire, puisque le défunt est censé avoir une totale liberté pour choisir les héritiers et pour choisir qui va récupérer une part de son patrimoine. Et il y a des pratiques, d'ailleurs, il y a des pratiques qui existent. Le défunt, le futur défunt plutôt, le testateur, il pouvait réciter son testament à voix haute sur la place publique. C'est ce qu'on appelait un incupatio. Et donc, il l'écrivait, puis il le disait devant témoin pour que tout le monde sache qui il avait désigné comme héritier. Donc, la liberté testamentaire est très importante, mais ce n'est pas la seule notion importante, puisque la famille est quand même aussi très, très importante. Et un patrimoine est réputé plus appartenir à une famille qu'à un individu. Donc, on veut quand même protéger la famille et en l'absence de testament, il y a quand même une dévolution légale qui existe, donc des héritiers qui sont les enfants, les proches du défunt, qui sont désignés par la loi pour récupérer le patrimoine. Petit à petit, il y a une limite qui va apparaître à cette liberté de tester du défunt. C'est une action en justice qui s'appelle la querella in officiosi testamenti et qui est apparue au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle va permettre à des héritiers, aux enfants en fait, du défunt, de faire annuler un testament si ce testament les prive de leur héritage sans motif légitime. Donc c'est à eux d'amener les preuves de l'absence de motif légitime. Et si c'est reconnu par les juges, alors ils vont pouvoir récupérer une part de cette succession. Et petit à petit, en fait, on va considérer qu'il y a une part qui va toujours devoir revenir aux héritiers. Et cette part, elle va se fixer au quart de la succession. Et c'est pour ça que cette action, elle va prendre le nom de la carte légitime. Donc, c'est vraiment le tout début de la réserve. C'est pas pareil parce que c'est pas automatique comme aujourd'hui. C'est une action, il faut le demander. Mais c'est des prémices de cette réserve. Ensuite, lorsqu'on avance un peu au Moyen-Âge, on voit que d'abord, au tout début du Moyen-Âge, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, il n'y avait pas encore de règles de primogéniture, puisque lorsqu'on s'intéresse à la transmission de la couronne, notamment, on voit que lorsqu'un roi mourait, on divisait le royaume selon le nombre d'enfants que le roi avait. Il y a des traités très connus, comme le traité de Verdun, qui a divisé le royaume en 3 entre les 3 fils de Louis le Pieux. Et donc, ce n'est que plus tard que les règles de... il y avait quand même la masculinité, hein, c'était l'homme qui devait... c'était les héritiers mâles qui étaient désignés héritiers, évidemment. Et c'est que plus tard que la règle de la primogéniture, c'est-à-dire de l'aîné, c'est l'aîné qui va récupérer la succession, ça va apparaître du fait de la féodalité. Puisqu'on veut éviter le morcellement des terres, on va préférer désigner un héritier. Et donc cet héritier, ce sera l'aîné mâle d'une fratrie. Ça va notamment se développer, il me semble, sous les Capétiens et avec les Valois. Et les Valois qui vont d'ailleurs utiliser la loi salique. À la base de la loi salique, j'avais vu que c'était tout un corpus de règles qui prévoyait pas mal de choses. Et en fait, sous la dynastie des Valois, il y a une disposition de cette loi salique qui va être ressortie et un peu instrumentalisée pour justifier le fait que la couronne devait revenir aux Français et pas aux Anglais, parce qu'ils vont un peu modifier ce que disait réellement la loi salique pour dire que les femmes ne peuvent pas hériter. À la base, il me semble que ça disait simplement que les femmes ne pouvaient pas récupérer de terre. Et ça a été instrumentalisé pour dire que les femmes ne peuvent pas hériter.
Et donc, la couronne ne peut pas passer par une femme pour être transmise après à son fils. Donc, la couronne est censée revenir aux Français. Bon, c'est très, très résumé. Normalement, je pense qu'il y a beaucoup plus de détails que ce que je viens de dire. Ensuite, si on avance un peu donc, au XIIe, XIIIe siècle, là, on avait déjà une séparation au sein de la France, puisqu'on distingue les pays dits de droit écrit et les pays de coutume. En fait, au nord de la France, parce qu'on a des coutumes, on a pas mal de règles différentes au sein même de la France. Et au nord de la France, on a ce qu'on appelle les pays de coutume, qui sont des pays qui sont régis par des règles orales. Donc, c'est l'influence du common law, en fait, qui aujourd'hui encore, les pays du common law sont des pays de coutume. Ben, le nord de la France était influencé par cela, alors que au sud de la France, on est plutôt sous influence latine et on est dans ce qu'on appelle des pays de droit écrit, où les règles de droit sont des règles écrites. Dans les deux cas, on connaît une sorte de réserve. Dans les pays de coutume, on appelle ça la réserve coutumière, et dans les pays de droit écrit, on appelle ça la légitime. Donc c'est un peu comme ce qu'il y avait à Rome. Et donc dans les deux cas, on a une sorte de réserve qui protège les héritiers, mais il n'y a pas encore toutes les règles qu'on a aujourd'hui. Finalement, à la Révolution, beaucoup de changements, puisque là, il n'est plus du tout question de liberté. Le but, c'est d'éviter à tout prix de retourner vers l'ancien système. Et donc, on veut éviter au maximum de laisser la liberté aux personnes de faire des testaments comme ils l'entendent, puisque les révolutionnaires, ils ont peur que les personnes se servent de leur testament pour renforcer les inégalités sociales. Donc, ils vont fixer le taux de la réserve, parce que la réserve coutumière et la légitime vont finir par se réunir, ce qui existe en pays de droit écrit et pays de coutume, inverse. Donc, ils vont fixer un taux de réserve au 9/10 du patrimoine, ce qui est énorme et ce qu'on n'aura jamais avant ni après, parce que ça laisse que 1/10 de liberté au défunt de disposer de son patrimoine comme il l'entend. Mais c'était très révélateur de l'époque. Finalement, cette réserve, elle va être fixée au sein du Code civil en 1804 et elle va encore évoluer par la suite, mais c'est vraiment à cette époque que les principes fondamentaux sont fixés à l'écrit. Après, oui, donc il y a eu quelques réformes importantes quand même. Au 19e siècle. Il y a notamment les lois, plusieurs lois qui sont succédées qui ont permis d'arriver à une égalité totale entre les filiations, puisque avant on faisait une différence entre les types de filiation qu'il y avait. Donc si l'enfant était issu d'un mariage, s'il était issu d'une union libre, ou le pire de tous, s'il était dit adultérin, donc issu d'une relation adultérine, les enfants n'avaient pas les mêmes droits. Et il y a eu plusieurs lois qui sont succédées pour gommer ces différences. La loi de 2001 est très importante puisque c'est elle qui a gommé la dernière différence qui existait entre les enfants adultérins d'un côté et les enfants dits à l'époque enfants naturels ou enfants légitimes de l'autre. C'était la dernière différence qui subsistait et la loi de 2001 a mis fin à cette différence de traitement et elle a prévu que tous les enfants avaient les mêmes droits, peu importe leur type de filiation. Cette loi, elle résulte notamment de la condamnation, elle résulte totalement de la condamnation de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a un enfant Mazurek qui est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour se voir reconnaître ses droits. Évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette différence de traitement, elle était contraire aux droits de l'homme. Et donc, elle nous a forcé, pour le mieux, à changer, à faire évoluer notre droit. Ensuite, il y a d'autres lois qui sont succédées, mais donc loi de 2001 très important également pour la place qu'elle a donnée au conjoint survivant, puisque vous avez vu aujourd'hui, le conjoint survivant, il a une place à part entière. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, le conjoint survivant, il passait simplement avant l'État, mais après tous les autres héritiers. Aujourd'hui, il a sa place et il a même une réserve quand le défunt n'a pas d'enfant, le conjoint survivant a une réserve sur la moitié de son patrimoine. Donc c'est vraiment, c'était une grosse évolution à l'époque.
Donc la dernière partie, je dépasse un peu niveau temps, c'est sur les successions, j'ai mis les successions internationales. C'est surtout de traiter un peu, de voir un peu comparer avec d'autres systèmes, et notamment avec les systèmes du common law, puisque que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, il y a une grosse différence dans l'approche qu'on a sur les successions. Comme je vous ai dit, les États-Unis ne connaissent pas cette réserve héréditaire, et il prévoit un principe de liberté totale. Les personnes peuvent mettre ce qu'elles souhaitent dans leur testament, ça que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, mais je crois qu'aux États-Unis c'est encore plus poussé parce qu'on a cette vision du self-made man, l'homme qui doit se faire lui-même et donc qui n'est pas censé être aidé par le patrimoine de ses parents. Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut, enfin sûrement pas ce qu'on veut, mais beaucoup de choses. Par exemple, Oprah Winfrey a désigné son chien comme héritier de son testament. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en France puisqu'on ne peut désigner qu'une personne morale, ça peut être une association, mais il faut que ce soit une personne quand même. Visiblement, aux États-Unis, ce n'est pas le cas, et donc visiblement, la fortune d'Oprah Winfrey va revenir à son chien. Une grande liberté, donc pas beaucoup de protection pour les héritiers, mais il y a quand même une action pas très connue qui existe quand même. Je dis pas très connue parce que j'en avais jamais entendu parler avant d'être tombée là-dessus en Master 2, et je connais pas d'affaires connues, donc à mon avis, c'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé. C'est l'action dite d'abus d'influence ou de undue influence. Je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Undue influence. Donc c'est une action qui va permettre à des héritiers, des enfants, de faire annuler un testament. Mais il faut qu'ils prouvent, il faut que ce testament, que cette action réponde à 3 conditions. Ils vont devoir prouver que le défunt était dans un état de vulnérabilité, que le testament a été rédigé sous la contrainte et que le résultat est économiquement inéquitable et contraire à la volonté du défunt. Donc c'est quand même un peu compliqué de ramener toutes ces conditions, et et l'efficacité de ce procédé va reposer sur l'appréciation des juges du fond. Donc voilà, autant vous dire que je pense que c'est vraiment pas très souvent demandé, et que les rares fois où c'est demandé, je ne sais pas si c'est très efficace. Alors, j'avais mis aussi... Oui, je voulais aussi évoquer rapidement, mais lorsqu'on parle des successions internationales, on peut aussi évoquer des successions qui présentent des liens avec différents systèmes de droit, donc avec par exemple le système français et le système américain. Et donc ça arrive de plus en plus, puisque les personnes voyagent de plus en plus. Ça arrive fréquemment qu'on se demande quelle loi on va devoir appliquer à une succession. Donc il y a tout un corpus de règles, c'est très complexe parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais la règle en Europe, issue du règlement européen de 2012, qui entre en vigueur en 2015, la règle, c'est qu'on applique la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, mais que le défunt peut toujours choisir sa loi nationale. Donc c'est la règle qui a été établie, c'est le règlement de 2012, mais même avant, il me semble que les règles sans utiliser exactement les mêmes termes, ça arrivait quand même à cette conclusion au final, puisqu'en fait on regarde souvent où se situe le centre des intérêts du défunt, ses intérêts économiques ou sociaux, et on va appliquer la loi de ce pays-là. Et donc là, il y a des affaires judiciaires connues, comme donc les successions de Maurice Jarre et de Johnny Hallyday, qui ont surtout la succession de Maurice Jarre, parce que la succession de Johnny Hallyday, ça s'est réglé à l'amiable, donc finalement ça n'a pas fait évoluer grand-chose. La succession de Maurice Jarre, elle a quand même amené quelques réponses, et elle a permis à la Cour de cassation de se positionner sur la question de la réserve héréditaire. Et elle a fait notamment des arrêts très importants et qui ont fait beaucoup parler en 2017, puisqu'elle a elle n'a pas reconnu justement que la réserve héréditaire n'est pas d'ordre public international. Donc si elle avait reconnu que la réserve héréditaire était d'ordre public international, elle aurait tout simplement écarté l'application d'une loi étrangère qui ne connaîtrait pas cette réserve. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a considéré que ce n'était pas d'ordre public international, et donc on pouvait appliquer une loi étrangère qui ne connaissait pas ce principe de réserve héréditaire.
C'est peut-être un peu complexe, mais tout ça pour dire que les héritiers de Maurice Jarre ont été déboutés. Ils ont fait tous les recours possibles, mais ils ont été déboutés puisque on peut appliquer une loi qui ne connaît pas cette réserve. Et donc pour finir, ça c'était vraiment simplement pour pas parler que des États-Unis et des systèmes du common law. Je voulais présenter vite fait, très très rapidement, la Chine, les droits des successions en Chine, puisqu'ils se sont pas mal inspirés des systèmes européens. Ils avaient un droit des successions qui était très ancien, et du coup, pour le revoir, pour totalement le revoir, ils se sont inspirés des codes civils européens, et notamment du code civil français. Et on voit par exemple qu'ils ont cette règle des ordres comme nous, et ils ont 2 ordres. Le premier étant composé des parents, des enfants et de l'époux, et le deuxième des frères, sœurs et grands-parents. Il y a quand même une différence importante entre la Chine et la France, puisque en Chine, il y a une place très importante qui est donnée à la belle famille. Et dans le premier ordre, quand on parle des parents, enfants, époux, enfants, il faut comprendre fils et filles, mais aussi belle-fille et beau-fils. Et donc c'est quelque chose qui n'existe pas du tout en France. La belle famille n'a aucune capacité pour hériter, qualité pour hériter plutôt. Et donc en Chine c'est possible, et ça s'explique notamment de la vision de la famille de la société chinoise, puisque il y a un devoir moral qui existe en Chine pour les enfants de prendre soin de leur aîné. Et donc en contrepartie, que ce soit le fils ou la belle-fille ou la fille et le beau-fils, ils ont en contrepartie un droit dans la succession de leurs parents et de leurs beaux-parents. Il y a aussi des formes de testament assez originales, puisqu'en Chine, on peut faire un testament par visio ou par vocal, ce qui n'est pas possible en France. On est obligé, il y a 4 formes de testament, mais dans tous les cas, on est obligé de passer par un écrit. Et j'en ai fini pour ce soir, et j'espère que je n'ai pas été trop rapide et que j'ai été assez claire. Voilà. Bravo, bravo. Merci. Passionnant. Passionnant. C'est une bonne idée de terminer par la Chine. Ah oui. Bon, j'ai pas de questions, mais on écoute. Des questions? J'espère que je n'ai pas été trop rapide parce que je parle un peu vite Non, parfois et j'avais plus. c'était très très bien, très très bien. Je comprends la question pour ouvrir la question. Tu as dit en même temps qu'il était impossible de déshériter et en même temps qu'il est possible de faire une donation au dernier vivant entre époux. Alors donc, ça veut dire qu'on ne donne pas tout alors? Non. La donation au dernier vivant, elle va donner 3 possibilités. Enfin, on peut ne donner qu'une possibilité, mais au maximum, on peut donner 3 possibilités au conjoint survivant. Ce sera soit l'usufruit de la succession, mais donc les enfants ne sont pas déshérités parce qu'ils auront toujours la nue propriété, soit la pleine propriété de la quotité disponible, donc de la part qui ne fait pas partie de la réserve, soit d'un quart de la succession en pleine propriété et de 3/4 en usufruit. Donc, dans tous les cas, les enfants, ils gardent quand même leur part, quand même une part de réserve, quoi qu'il arrive. Mais par contre, effectivement, ça peut vraiment beaucoup avantager le conjoint survivant. D'accord. Je pense que c'est trop rentré dans les détails, mais ça nous intéresse beaucoup dans la succession de Marveille et la SCI. C'est mais ça, il faudrait qu'on te pose des questions vraiment précises. C'est à quel taux on a droit de succession, de transmettre à un frère ou à une sœur ou à un neveu ou à une nièce sans avoir de droit à payer trop important à l'État. Et ça, j'aimerais bien avoir les chiffres un jour, mais c'est peut-être pas le lieu ici, mais ça nous concerne directement dans la SCI. Voilà. Globalement, pour les enfants, ils ont 100 000 € d'abattement chacun. Donc, c'est eux qui bénéficient de l'abattement le plus haut, donc c'est-à-dire du montant qu'on peut leur léguer sans droit. Les frères et sœurs, ils ont à peu près 15 000, je ne sais plus exactement combien.
Et, et je crois que... Et les neveux et nièces, ça dépend des situations. C'est pas toujours pareil. Parce que ça dépend s'ils viennent par représentation ou pas. Mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, de mémoire, les frères et sœurs, c'est 15 neveux. Il n'est pas impossible qu'on te soumette un ou deux cas un de ces jours, Il Jacqueline. n'y a pas de souci. Une question sur Rome. Les femmes pouvaient hériter donc à Rome. Alors, je crois elles pouvaient pas, elles avaient certains, comment dire? Elles n'avaient pas la même part que les garçons, mais j'avais vu quelque part qu'elles pouvaient avoir certaines choses, comme quand elles ont des dots, quand elles se mariaient, elles pouvaient avoir une petite part, mais c'était minime comparé aux garçons, mais il me semble qu'elles avaient quand même droit à quelque chose. Après, comme de toute façon, elles dépendaient de l'héritier du pater familias, on considérait que ça servait pas, enfin que ça servait à rien qu'elles récupèrent des choses, puisque de toute façon elles allaient simplement passer d'un pater de famille à un autre pater de famille. C'est très bien dit. Oui, donc nous on a un droit beaucoup plus individualiste, ils avaient un droit beaucoup plus droit de la famille, beaucoup plus. Oui, Ouais. oui. Bah, même nous avant c'était très, on avait une vision vraiment. On regardait la lignée, le patrimoine, c'était vraiment un patrimoine familial. C'est pour ça que le conjoint survivant, avant, il avait aucun droit. Et justement, quand le conjoint survivant a eu ses droits suite à la loi de 2001, en fait, ça a été beaucoup critiqué par certains parce qu'on évoluait dans la conception de la famille qu'on avait depuis toujours. Avant, la famille, c'était la lignée ascendante-descendante. Et les collatéraux, enfin les pièces rapportées en quelque sorte, on s'en occupait pas. Et quand le conjoint il a récupéré cette place, en fait, quand il a récupéré cette place, il a récupéré, comme je disais aussi, une réserve en l'absence d'enfants. Et en fait, cette réserve, avant, elle appartenait aux parents. Quand un défunt n'avait pas d'enfants, c'était les parents qui avaient une réserve. Et ils ont complètement switché ça en la donnant au conjoint survivant. Et ça a été quand même assez discuté à l'époque, puisque la moitié des parlementaires étaient contre et voulaient garder cette vision de la famille. Mais c'était plus logique, je pense, en 2001, puisqu'en 2001, la conception de la famille, elle avait quand même beaucoup changé. Et maintenant, on a une vision plus nucléaire. Quand on parle de famille, on parle du couple parental et des enfants, en fait. Tout à fait. Voilà. Merci. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, mais aussi vos caméras d'ailleurs, si vous voulez. Qu'on revienne ensemble. Une question très personnelle, Jacqueline. Toi, maintenant, tu es clerc de notaire. Tu es installée quelque part? Non, en fait, je passe mon diplôme de notaire. Donc, en alternance, là, jusqu'en décembre. Et pour être après diplômée notaire. Mais je ne serai pas installée dans une étude, je serai simplement ce qu'on appelle notaire assistante. Donc, effectivement, je ferai un peu comme un clerc de notaire. Après, pour être installée, il faut être nommé par le garde des Sceaux. Ouais. Il faut de l'argent, non? Entre autres. Est-ce qu'il ne faut pas de l'argent à une charge comme... Oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres, parce qu'il faut aussi pouvoir s'installer et avoir les moyens de s'associer ou de s'installer et oui, payer la... Une patente, t'as dit? Je n'ai pas compris. Une patente? Oui. D'accord. J'ai pas compris, pardon. Non, je ne comprenais pas ce que tu disais. Il faut payer une patente? Non, une charge. Une charge, la charge de notaire. Il faut payer une charge pour ça. Eh bien, dis donc. En fait, c'est pour ça que les notaires sont notaires de père en fils. Pas tous. À la base, c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas s'installer comme on le voulait. Puis le nombre d'offices était réglementé par l'État et on ne pouvait pas créer d'office comme ça.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. Depuis 2015, l'État crée ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, le était fixe depuis des années et des années. Aujourd'hui, il en crée dans les territoires qui sont listés qui sont visés par l'autorité de la France et le ministère de la Justice. Ils visent des villes où, selon eux, ils montent de notaires et ils créent des offices et ils font à la candidature et alors on peut s'installer. Avant, c'était pas le cas. Avant, il y avait un nombre d'offices en France et ce nombre, il est bas. Donc, du coup, forcément, la plupart du temps, les passer aux enfants leurs études. D'accord. Jacqueline, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu tu as parlé du common law, tu as parlé de la France, mais qu'est-ce qui se passe en Allemagne, par exemple? Tu sais un peu, en termes de droit comparé? Alors, moi, j'ai plus exactement, mais je sais que j'avais vu qu'en Europe, la plupart connaissent une forme de... C'est pas forcément appelé comme ça, mais en Espagne, je crois que l'Espagne ressemble beaucoup à enfin, le système espagnol ressemble pas mal au système français. L'Allemagne, j'avoue, j'ai plus en tête, mais visent quand même la protection des enfants. Mais j'avoue, j'aurais pas des détails. Parce qu'on disait beaucoup que le droit allemand favorisait beaucoup les petites entreprises familiales et le maintien des entreprises Ah oui. familiales, et qui avait beaucoup servi au maintien du tissu artisanal et petite industrie en Allemagne, plus qu'en France. Mais je ne sais pas au nom de quelles règles, c'est pour ça que je te posais la question. Je me demandais un truc. Je pourrais regarder, c'est intéressant. Oui. Émile. Il y a des règles au niveau européen ou c'est toujours strictement national, même entre les États européens? Genre s'il y a des successions, par exemple, entre deux pays européens ou... Au niveau européen, il y a des règles, surtout pour désigner, mais il y a le règlement européen, il va surtout dire qui est compétent, quelle loi on applique dans telle situation. Après, il y a quand même quelques règles, je suis en train de chercher moi. Il pose quand même certains principes, mais c'est surtout dans la partition des compétences qui va agir. D'accord. Mais dis-moi, sinon, c'est dans des grands principes et surtout pas violés. Oui. Mais dis-moi, oui, si tu as deux droits étrangers qui sont complètement contradictoires, est-ce que c'est finalement un rapport de force qui va régler le problème ou est-ce qu'on pourra trouver une solution avec une quelconque instance qui peut aider à trouver une solution entre deux pays étrangers ayant des droits contradictoires, on va dire? Il n'y en a pas de vraiment contradictoire. Ce qui est compliqué, c'est quand les deux droits ne désignent pas les mêmes juridictions compétentes. Parce que là, du coup, on va se retrouver avec deux juges qui vont peut-être effectivement dire deux choses. Et là pour dire... j'ai l'impression, mais ça, c'est du droit international privé, donc je ne suis pas une experte, mais j'ai l'impression que c'est un peu... les juges, s'il y a deux juges qui sont désignés par deux lois différentes, ils vont un peu ignorer l'un et l'autre les décisions prises par l'autre, quoi. Et donc, effectivement, ça peut poser problème. Donc, c'est pour ça qu'en Europe, au moins, on a une réglementation qui permet d'avoir un peu de cohérence. Quand on part de l'Europe, c'est un peu plus compliqué et parfois ça ne s'accorde pas. Mais je ne sais pas vraiment se débrouiller. Jacqueline, est-ce qu'on peut ne pas être au courant d'un héritage jusqu'à la mort de la personne? Ça peut être caché, cette réserve héréditaire? Comment ça, jusqu'à la mort de la personne? Par exemple, si ma maman meurt, j'apprends le jour de sa mort qu'elle a fait une réserve héréditaire à quelqu'un d'autre. Ça peut être caché? Testament, Oui. La réserve héréditaire, c'est justement ce que ta maman ne peut pas donner qu'elle est obligée de... C'est la part qu'elle est obligée de garder pour toi. Voilà. C'est la loi. D'accord. Le contraire. Et est-ce qu'on peut revenir sur un héritage si on trouve le testament
après qu'on ait soldé l'héritage. Oh, impossible. Je sais pas, Jacqueline a disparu là. Ouais, c'est difficile. Ouais. Bon, écoute, merci. Non, mais on attend quand même Jacqueline. On va lui dire au revoir. Il n'y a plus sa figure, ni rien. Ouais, moi, Il y a la tempête en Bretagne. j'avais une autre question. C'était justement quelqu'un qui n'est pas au courant de l'héritage. Je dirais, est-ce que le notaire est obligé d'aller chercher tous les héritiers si on lui cache un héritier, par exemple? Comment ça marche, ça? Il a dit qu'il existe un centre national que le notaire est obligé d'aller chercher de D'accord. comment les testaments faits en présentiel Ah, voilà, c'est elle qui va répondre. Mhm. Je suis désolée, j'ai été déconnectée. Il y a Françoise qui voulait intervenir. Ouais. Moi, je voulais dire que j'ai retrouvé dans les affaires de mes parents un testament qui avait été fait par une de leurs très bonnes amies et dont, enfin, moi, j'étais au courant de ce testament. Je savais qu'il existait, mais je l'avais effectivement jamais lu. Cette amie est décédée et voilà, on a un peu tous, enfin, moi, j'ai en tout cas oublié l'affaire et mes parents ne m'en ont jamais parlé. Mais en rangeant leurs affaires, j'ai demandé à maman et elle m'a répondu: Ah, mais oui, mais finalement, les héritiers Je sais pas si qui vous ont m'entendez, mais été moi, j'entends pas retrouvés par les Françoise. notaires ont dit qu'on n'était pas légitime et donc on a renoncé. Ah bon? Ouais. Non. Mais on a le testament, enfin, je l'ai. Enfin, je l'ai lu, je l'ai vu, c'était clair. Et il avait été déposé chez un notaire. Il n'en a pas été tenu compte. Ben, je sais pas si c'est le notaire qui n'en a pas tenu compte, Non, ou c'était si, mais pas je pense avant. que c'est mes parents Ils ont pas qui, voulu voyant préciser. qu'il y avait des héritiers, enfin, qui étaient des neveux hein, et des petits-neveux, parce qu'elle avait pas d'enfants, sa mère était décédée, pas de conjoint, enfin voilà. Je pense que mes parents se sont dit que, bah oui, c'était plutôt pour ses neveux, ses petits-neveux, mais j'ai jamais su le fin mot de l'histoire, en fait. Mais a priori, un notaire, il a l'obligation d'aller chercher dans le registre national des notaires tous les testaments qui ont été enregistrés. Et Oui. il n'existe pas de testaments pas enregistrés, si je peux comprendre aujourd'hui. Enfin, il en existe, si on les trouve cachés dans un bouquin, mais Non, mais- sinon, tout ce que le notaire connaît, il va l'enregistrer. Non, mais quelqu'un qui a décidé de déshériter son enfant, eh bien, à ce moment-là, il va pas le mettre dans son testament. Il n'y a pas de testament, tu vois. Il disparaît complètement, l'enfant. C'était ça la question. Je sais pas C'est-à-dire que s'il veut déshériter son enfant dans son testament, ça invalide quasiment le testament. Non, mais il ne parle pas de cet enfant dans son testament, c'est tout. L'enfant disparaît. Imaginons un enfant qui a disparu. En fait, il essaie de cacher l'enfant, en fait. Oui, c'est ça, l'enfant caché, voilà. Oui, mais enfin, Il fait pas. il y a quand même des recherches généalogiques qui peuvent être faites Ah ben, à la demande. c'était ça ma question à Jacqueline. Si- Alors, autre chose, effectivement, moi j'ai connu ça aussi avec maman, qui à la fin de sa vie s'est retrouvée héritière au 6e degré de quelqu'un qu'elle connaissait absolument pas. Puis, cette même personne qu'elle ne connaissait absolument pas était elle-même héritière au 6e degré d'une autre personne qu'elle ne connaissait pas. Et maman s'est retrouvée héritière des deux. Oh là là. Et moi, quand j'ai reçu l'appel d'un généalogiste qui m'a donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu d'habitation et qui commençait à m'expliquer qu'il avait besoin de retrouver ma mère, qui était en vie avec. J'étais un peu surprise, j'ai dit à répondre. Bien, madame machin, vous habitez bien à tel endroit, vous êtes bien né. Votre mère s'appelle bien machin, elle est bien née machin. Et je dois dire que j'ai mis un petit peu de temps à me dire que c'était vrai. Et effectivement, ma mère a hérité de ces deux personnes qui avaient à peu près le même âge qu'elle, en fait, à peu quelque chose près. Et comme entre la fin des successions et aujourd'hui, ma mère est décédée, bah, je me retrouve héritière, mais parce que c'est ma mère qui avait accepté ces deux héritages.
Sinon, moi, j'étais au 7e degré et donc je n'avais droit. Et je n'aurais même pas su que ça existait. Avec le rétrécissement de la population, la dénatalité, dans quelques décennies, il y aura des grandes fortunes qui vont se constituer, je pense. Donc, je peux raconter les histoires de 6e degré, c'est assez intéressant, mais c'est passionnant en même temps d'échanger avec les généalogistes qui sont prêts à nous donner les arbres successoraux. C'est-à-dire qu'on a un arbre généal. J'ai du coup récupéré pour savoir un peu quels étaient les liens de parenté entre ma mère et ces deux dames, que je ne connais pas. Et ils ont accepté de me donner les arbres successoraux, c'est-à-dire que ça s'arrête au 6e degré et ça s'arrête avant s'il n'y avait pas de descendants au 5e, pas de descendants au 4e, etc. Donc j'ai pu revoir comme ça un certain nombre, refaire un peu l'arbre généalogique de maman, et c'était super. C'est drôle. Alors, je peux donner une petite précision quand même, c'est que dans ces successions, en parlant de ces deux dames-là qui étaient, bref, dont ma belle-mère héritait, ben, il y avait de l'actif. Alors, mais il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait, parce que s'il y avait du passif, personne ne se serait battu pour aller le chercher et accepter cet héritage, évidemment. Donc, c'est un cas très particulier parce qu'effectivement, c'est le vieillissement de la population, le fait que ça permette, avec des personnes âgées, d'avoir encore des gens vivants au 6e degré. C'est ça. Et que, je vous rassure, le patrimoine qu'on a récupéré, c'est à peine 1/10 de l'héritage, parce que l'État en a pris 60%, et les généalogistes en ont pris 30%. C'est ça. Mais on était quand même content de retrouver 1/10 de ce petit bout d'héritage. Et en mémoire de ces deux dames, on a dit que grâce à ce petit héritage qui nous a permis de financer des visseries dans notre maison du bord de la mer, on allait mettre une plaque sur la maison en disant merci à Colette et merci à Denise. Pour avoir une petite mémoire de ces dames qu'on n'a pas connues, mais qui ont quand même pu se concrétiser dans notre maison sur le bord de la mer. Voilà. La maison de mes parents. Dont on a hérité des parents de Françoise. Voilà. Trop mignon, n'est-ce pas? J'ai une autre question. Jacqueline, tu as parlé d'héritage passif aussi, c'est les dettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Les passifs. L'actif, c'est les droits et biens. Le passif, c'est les dettes, les obligations. D'accord. Et on accepte tout, on doit accepter l'actif et le passif ensemble. On peut jamais accepter les actifs et refuser le passif. Alors, on a 3 possibilités. Soit on refuse tout, soit on accepte tout, ou alors on fait une acceptation à concurrence de l'actif net. En fait, ça permet, quand on n'est pas très sûr de ce qu'il y a dans la succession, qu'il y a peut-être un passif un peu caché, on fait une procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire qu'on accepte, mais que si le passif se révèle trop gros, on va jamais amener de notre poche l'argent qu'il faudra pour régler ce passif. Donc, c'est pour pas se retrouver dans des problèmes. Voilà. Et en fait, si on avait su qu'il y avait ce passif, on aurait refusé. Mais comme c'était pas sûr, on fait cette procédure. Mais c'est une procédure très compliquée parce qu'il y a beaucoup. On va être sûr, justement, il faut s'assurer qu'on connaît toutes les dettes. Donc, on fait beaucoup de publicité dans des journaux, un journal légal, la presse, tout ça. Donc, c'est pas très souvent. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à faire ça. Sinon, on dit aux héritiers de refuser. D'accord. Oui, on a demandé à ma maman, qui était encore en vie à l'époque, d'accepter ou refuser cette succession. Et c'est à partir du moment où tous les héritiers qui avaient été contactés, ils étaient 12, ont donné leur réponse sur oui, on accepte ou non, on refuse, que nous a été donné le nom de la personne. Avant, on ne savait absolument pas de qui il s'agissait. Ah oui, d'accord. Oui. Ça, je pense que c'est les procédures des généalogistes. C'est un courrier avec la révélation de qui on parle. Mais avant, on ne savait absolument pas de qui il s'agissait. Donc, ma mère, elle était joueuse. C'est les procédures des...
Très bien. Il y a d'autres questions? Je suis désolée, du coup, maman, j'avais pas écouté ta question, maman, du coup, je suis Oui, désolée, vas-y, j'ai été déconnectée. repose-la. Je sais plus ce que... Non, tu l'as répondu avec. Tu l'as répondu. De toute façon, il y a plein de questions qu'on sait. Oh, je te dirai en privé. Mais moi, j'avais posé d'autres questions. Si un héritage est réglé et qu'on trouve après coup un testament qui ne va pas totalement dans le même sens, on peut revenir sur un héritage traité ou pas? Ça dépend du nombre d'années, il me semble. Si on le retrouve longtemps après, bon, bah, déjà, il y a peut-être plus trop d'intérêt. Mais normalement, s'il est retrouvé, en fait, ça invalide tout ce qu'on a passé. Donc, on est censé revenir, réouvrir la succession, oui. Après, je pense que beaucoup de personnes s'arrangeront pour faire disparaître s'il est révélé après. Sauf le Même les bénéficiaire. notaires. Sauf le bénéficiaire, évidemment. Bénéficiaire, oui. C'est Oui. c'est quoi les conditions pour qu'un testament soit valide dans ces cas-là? Parce que ça peut être un testament dont le notaire n'a pas encore eu connaissance. Oui. Oui, alors il faut forcément que ce soit un écrit, quoi qu'il arrive. Mais donc, dans les testaments dits les testaments holographes, en fait, c'est le testament auquel tout le monde pense, rédigé de la main du défunt. Il faut que ce soit rédigé de sa main, il faut qu'il soit signé, daté, et voilà. C'est à peu près tout. Mais oui, c'est important qu'il soit vraiment écrit de sa main et évidemment dans une langue qu'il comprend. Je dis ça parce qu'il y a vraiment eu des affaires où c'était pas une langue que le testateur comprenait. Donc ça n'a pas été validé. Justement, Voilà. justement, il y a eu des problèmes comme ça de testament en basque et français, en alsacien et français, enfin avec double langue et interprétation avec langue régionale ou pas? Pour langue régionale, je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas de souci tant que le testateur la comprend et qu'on peut s'assurer qu'il la comprenne. C'est pas grave si c'est pas la même langue partout. Donc, pour vous dire, il y a même des testaments qui ont été écrits avec le sang. Oui, c'est vrai. Et il a été validé. Donc, c'est quand même plutôt libre. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment s'assurer que c'est vraiment le défunt qui a pris la décision et qu'on puisse s'en assurer et qu'il comprenait ce qu'il écrivait. Voilà. Mmh. Ok, j'ai encore une question, excuse-moi Jacqueline. Est-ce que le notaire est obligé de faire une recherche de tous les héritiers, même ceux qui n'ont pas été déclarés par ceux qui, au moment de la mort, imaginons qu'un des enfants n'ait pas été là. Comment ça se passe? Soit tenu dans l'ignorance par les autres enfants, par exemple, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Bah, malheureusement, justement, c'est de plus en plus compliqué parce que nous, on demande toujours le livret de famille et on demande d'aller jusqu'à la page, au-delà de la page du dernier enfant pour s'assurer qu'il n'y a pas eu un autre enfant. Maintenant, si le défunt avait eu d'autres unions, que les enfants le cachent, bah, malheureusement, effectivement, nous, on ne le sait pas et on ne peut pas faire à chaque fois, on peut pas appeler un généalogiste à chaque fois pour le vérifier. Et ça, c'est un vrai problème justement qui est quand même plus récent parce qu'il y a de plus en plus de familles recomposées ou quoi. Mais on ne fait pas appel à chaque fois à un généalogiste et en fait, on vérifie les livrets de famille, on demande s'il y a eu d'autres unions. S'il y a eu une autre union, on va peut-être faire une petite recherche sur cette autre union, mais en fait, c'est tout. Et donc, effectivement, c'est un gros point faible à ce niveau-là. D'accord, ouais. Oui, avec l'évolution actuelle. J'ai une petite question. Salut Jacqueline. Si un chef d'entreprise a une boîte et il décède, mais qu'il a des associés, c'est qui hérite? C'est les associés ou c'est ses enfants? Ou ça dépend en fait Ça dépend des statuts de la société, comment c'est rédigé. Ok. Parce que parfois, les enfants vont avoir besoin d'un agrément des autres associés pour hériter. Parfois, ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'en général,
j'ai pas trop d'exemples en tête, mais à mon avis, c'est quand même plus prudent de prévoir toujours cet agrément. Ça va dépendre des clauses et du type de société, si c'est une société civile. Donc, il faut voir les statuts, en fait. Ok. Bon. Ça marche. Merci. C'est important. Ouais. Bon, bah, peut-être qu'il est déjà 21h41. C'est passionnant. Je pense qu'on a beaucoup de questions encore. Moi, j'en ai plein. J'ai noté plein de choses. Mais voilà, il faut N'hésitez pas, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Que je sache ou pas, je rechercherai pour vous répondre. C'est adorable. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est passionnant que tu fasses ce travail-là et que tu aies fait ces études-là. C'est un monde immense, le monde du notaire. Je me rappelle que moi, comme philosophe, les colloques les plus intéressants que j'ai eus, c'était avec des notaires. J'en ai eu 2, c'était les plus passionnants de tout ce que j'ai fait. Ah oui. Bah, tant qu'elle déshérite pas ses sœurs, ça va. Bon. C'est pour ça que je me suis pas trop étendue sur les contournements de la réserve héréditaire, parce que je me suis dit, il y a les parents, je voudrais pas leur donner des idées. Très bien. Bon, Jacqueline, on te remercie beaucoup. C'était très intéressant, effectivement. Et merci et bonsoir à tous. Et à